Bonsoir, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver pour le point de l'actualité de ce jour. Voici les titres de cette édition. Du nouveau concernant le crash survenu en Inde ce jeudi 12 juin 2025, des précisions dans ce journal. À Abobo, la quiétude des riverains de la cité Concorde est sous menace. Le ministre de l'Assainissement rassure. Les détails dans quelques instants. En politique, Laurent Gbagbo exprime ses mécontentements. Je donne toutes les explications dans cette édition. Ce jeudi 12 juin correspond à la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants sous le thème international « Donnons une chance aux filles, mettons fin au travail des enfants ». Nous en parlons en fin d'édition avec notre invité du jour. Et c'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans le journal de 7 Info. Que dit l'actualité internationale? Rendons-nous en Inde. Un vol de la compagnie air aérienne Air India reliant Ahmedabad à Londres s'est écrasé peu après 8 heures de temps universel ce jeudi 12 juin 2025. L'avion impliqué est un Boeing 787 avec 242 passagers à bord qui devait rallier justement l'aéroport londonien de Gatwick. Il aurait un survivant. Dans un communiqué, le ministre indien de l'aviation se dit choqué et accablé par le crash, rassure que les secours sont mobilisés. Des détails dans nos prochaines éditions. Le calvaire des riverains à Abobo tire vers sa fin, 2 semaines après le reportage de 7 Info sur cette situation qui menace la quiétude des habitants de la cité Concorde. Le ministre Bouaké Fofana s'est rendu sur les lieux. On l'écoute au micro de Karija Fani. Vous serez venu ici il y a 2, 3, 4 ans, en saison de pluie. Même la clôture, vous ne la verriez pas. On avait des hauteurs d'eau de 2 mètres de poussière. Ce qui a fait que même les immeubles qui sont autour ont été désaffectés parce que c'était impossible. Sur ce projet du PARU, qui est un projet cofinancé par la Banque mondiale, nous avons commencé à vraiment attaquer ce problème. Aujourd'hui, nous sommes en début de travaux, c'est pas encore. Vous serez venu ici, les travaux vont s'achever dans 1 an. En juin 2026, mais déjà, la population voit l'impact des travaux qui sont faits. Parce qu'aujourd'hui, on peut arriver ici, il n'y a plus d'inondation comme on pouvait avoir dans le passé. Et c'est un travail, c'est un grand projet. On va partir d'ici jusqu'à Bonouma. On va faire une retenue d'eau ici, on va en faire un autre barrage qu'on appelle le B13, le barrage 13. Ensuite, on va élargir un peu, augmenter la capacité de Bonouma, de sorte qu'on n'ait plus vraiment d'inondation autour. Puis on va faire un aménagement paysager sur tout le parcours, n'est-ce pas, de l'eau. On va faire des passages à piétons, on va engazonner, on va faire des aires de jeu pour rendre le cadre de vie des populations le plus agréable possible. Voilà. C'est pour dire vraiment que le gouvernement est au travail, c'est à votre service. On travaille dans beaucoup d'endroits, dans beaucoup de quartiers. Sauf que notre travail, c'est... On travaille dans l'arrière-boutique, nous, l'assainissement, dans l'arrière-boutique, pas dans la vitrine. Si bien que les gens ne savent pas qu'on travaille. C'est quand il y a des problèmes, on sait que nous existons. Et c'est pour ça que je disais à mes collaborateurs de faire des films. Les résidents qui sont ici, qui ont des films des années, il y a 5 ans, il y a 4 ans, on avait des hauteurs d'eau de plus de 2 mètres. On va faire un montage de ces films-là pour montrer d'où nous venons. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Quand on dit on a travaillé, ben c'est du concret. Ça. Les populations peuvent attester que là, il y a 3 ans, ici, ce n'était pas possible, en ce moment ici. Les gens qui sont à l'étage ont dû partir. Aujourd'hui, les gens sont en train de revenir. Donc la population, ceux qui ont construit des bâtiments ici, bon, voient leur investissement redevenir de vrais investissements. Ceci étant, n'oublions pas que ce problème-là a été créé dans une large mesure par les populations. C'était des zones non constructibles. Les populations sont venues, elles ont construit, si bien que l'eau est coincée. On a eu ces inondations. Le gouvernement a trouvé la bonne solution. Nous allons le terminer. C'est un message qu'on envoie également à ceux qui, quand on dit à nos populations que c'est des zones non constructibles, non habitables, il faut écouter ce qu'on dit, parce qu'après ça devient des problèmes pour tout le monde. Donc on peut rassurer au moins que durant toute la saison de pluie qui est en train de venir là, ici ça sera bon. On ne peut pas connaître la situation qu'on a connue dans le passé, c'est clair. Mais en matière d'inondation, tout dépend de la quantité d'eau qui tombe et en combien de temps. Si vous avez une pluie vraiment exceptionnelle,
il peut y avoir des inondations maintenant, toujours moins que ce qu'on avait dans le passé. Aujourd'hui, nous avons toutes les raisons de penser que le pire est derrière nous, dans ce quartier, Fandasso. Comme j'ai dit, c'est un projet structurant, avec plusieurs barrages de cœur. Et quand on aura fini ce projet, normalement, les risques d'inondation seront réduits, peut-être pas à zéro, mais en tout cas très réduits. Et même s'il y avait des inondations, ce serait du résiduel, on ne va pas déplorer des pertes en vies humaines. Merci. Donc je voudrais encourager les résidents. Merci pour votre patience, votre résilience. Ce projet s'appelle projet d'assainissement et de résilience urbaine. Pour vous aider justement à être résilient. Et donc nous vous encourageons à soyez nos ambassadeurs, même quand ce tournoi sera fini. Vous l'avez souligné tout à l'heure. Il y a beaucoup d'ordures qui arrivent ici. Si bien qu'en dehors du travail normal qui était d'aménager le site du barrage équateur, ils sont obligés de tout, après chaque pluie, sur tout le parcours de l'eau, pour déboucher les caniveaux, les regards. Sinon, l'eau ne pourra pas passer, on va faire des inondations. Donc, parlons-nous entre nous résidents, évitons, parce que l'ordure qu'on jette ici à 500 mètres d'ici, quand il va pleuvoir, ça va se trouver là. Et quand les ordures viennent dans le barrage, ça réduit la capacité du barrage. S'il pouvait contenir 100 litres, s'il y a des ordures qui occupent la moitié, il ne peut contenir que 50 litres. Les 50 autres litres, on va faire des inondations, ça va partir dans le quartier. Donc on compte sur vous pour parler à vos résidents, qu'on soit des citoyens responsables. Nous sommes en train le gouvernement travaille à améliorer votre cadre de vie, mais il faut aider le gouvernement. Si vous ne nous aidez pas, un ouvrage coûte beaucoup plus cher chez nous qu'ailleurs. On n'a déjà pas beaucoup de moyens. Dans un pays où les gens sont disciplinés, quand ils font un ouvrage, tout le monde respecte les règles de vie. L'ouvrage dure longtemps et l'ouvrage fonctionne normalement. C'est pour ça qu'on a pris un code maintenant, le code de l'assainissement. On l'a défendu devant l'Assemblée nationale et le Sénat. Et ce code-là, quand il va entrer en vigueur, quand il sera voté, on a maintenant prévu des mesures de sanctions contre ceux qui ne respectent pas les règles, n'est-ce pas, de gestion des ordures ménagères, et sur l'assainissement. Parce qu'en plus du fait que ces eaux, il y a des inondations, ça peut aussi provoquer beaucoup de maladies. Parce que les gens déversent les eaux usées dans les caniveaux, la pluie ramasse tout ça. Vous avez vu qu'on a eu une épidémie de choléra du côté de Port-Gouilvidi. Dieu merci, le service ministère de la Santé ont réussi à contrôler l'épidémie. Vous savez de quoi ça vient de ces questions. Donc évitons de laisser les ordures partout. Le code de l'assainissement et le code de la salubrité qui vont tous exister prévoient maintenant des sanctions pécuniaires, donc des amendes ou même des peines de prison. Le 10 juin dernier, l'Union européenne a inscrit la Côte d'Ivoire sur sa liste des juridictions à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'une mise à jour annuelle de la Commission européenne visant à renforcer la sécurité du système financier européen en identifiant les pays présentant des carences stratégiques dans leur régime de lutte contre des crimes financiers. L'inscription de la Côte d'Ivoire sur cette liste fait suite à son placement sur la liste grise du groupe d'action financière en octobre 2024. En raison de lacunes identifiées dans son dispositif national, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Ce jeudi 12 juin 2025, Laurent Gbagbo a annoncé dans une lettre ouverte au peuple de Côte d'Ivoire le lancement du mouvement citoyen « Trop, c'est trop ». Ce mouvement se veut une réponse aux difficultés socio-économiques persistantes telles que la vie chère, les expulsions injustes et le manque de soutien aux plus vulnérables. Gbagbo souligne également que « Trop, c'est trop » n'est pas un parti politique, mais un espace citoyen ouvert, transversal, capable de rassembler les forces vives de la nation pour faire entendre les préoccupations des populations. Ce lancement intervient dans un contexte politique tendu à 4 mois de l'élection présidentielle de 2025 pour laquelle Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale définitive. Comme annoncé en titre, je reçois à présent mon invité, Yapo Maxime, conseiller technique de Save the Children en Côte d'Ivoire. Bienvenue, monsieur Yapo, sur notre plateau. Merci, madame. Alors, vous êtes conseiller technique à Children Save of Africa. Non, Save the Children. Save the Children en Côte d'Ivoire. Oui. Alors, pouvez-vous nous décrire brièvement le rôle de Save Children en Côte d'Ivoire? Il faut dire que Save the Children a pour mission
de provoquer des changements durables dans la vie des enfants. D'accord. Pour le faire, donc, Save the Children accompagne l'État dans ses efforts et dans sa politique nationale de lutte contre le travail des enfants. D'accord. Parlons du travail des enfants. Quel est le constat que vous faites en Côte d'Ivoire? L'État de Côte d'Ivoire a consenti un énorme effort avec la mise en place de la Direction nationale de lutte contre le travail des enfants. Mais compte tenu encore de la présence des enfants dans le domaine des plantations, il y a encore des efforts à consentir. Justement, quelles sont les principales causes du travail des enfants dans les régions concernées? Il faut dire que c'est la pauvreté d'abord des parents. Du fait que les parents sont pauvres, ils poussent donc les enfants à aller travailler. Il y a aussi même le manque d'accès à des services de base, tels que l'éducation, tels que la santé, tels que tout ce qui est infrastructure routière. Donc, qui amène donc les parents à ne pas scolariser les enfants et les pousser à les travaux champêtres. Quelles sont les zones dans lesquelles on peut identifier le travail des enfants de façon accentuée? Bon, il y a la grande zone de l'Ouest, où il y a la boucle de cacao, comme on le dit d'habitude, où beaucoup on observe ces situations d'enfants qui travaillent. Quelles sont donc les conséquences? Les conséquences sont nombreuses, mais la première conséquence, c'est d'abord sur la santé de l'enfant et sur son développement émotionnel et physique. Alors vous, à votre niveau, comment est-ce que vous collaborez avec les autorités ivoiriennes et d'autres partenaires justement pour renforcer la lutte contre ce fléau en Côte d'Ivoire? Il faut dire que nous avons 4 points d'action. D'accord. Le renforcement du système national à travers la mise en place et l'accompagnement des communautés de protection de l'enfant, la formation des acteurs principaux pour la lutte. Et nous avons aussi des actions en faveur de l'éducation pour faciliter l'accès aux enfants à une éducation de qualité. Nous avons aussi le renforcement des ménages, le renforcement économique des ménages. Et nous avons aussi des actions de mobilisation et de plaidoyer. Alors, quelles sont les recommandations que vous faites aux autorités ou bien aux entreprises pour la protection, pour l'élimination du travail des enfants? J'aimerais d'abord commencer par les parents, les inciter à favoriser l'éducation des enfants, ne pas pousser les enfants, quelle que soit la situation, à aller travailler dans des conditions difficiles, à favoriser l'éducation. J'aimerais aussi dire aux autorités de privilégier la protection sociale, de favoriser le renforcement économique des ménages. Vous aussi, les médias, de toujours sensibiliser à travers vos actions. Est-ce que nous sommes en train de faire justement? C'est ça. Et aussi aux ONG de faciliter une meilleure coordination pour un avenir meilleur pour les enfants hors des champs. Alors, en cette journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, quel est le message que vous voulez adresser à nos téléspectateurs? Il faut dire que le travail des enfants n'est pas une fatalité, mais ce n'est pas aussi le lieu de l'enfant de travailler. Le lieu de l'enfant se trouve à l'école, et un enfant qui travaille reçoit beaucoup de risques et reçoit beaucoup de conséquences sur sa vie. Donc, je demanderai aux parents de ne pas favoriser le travail des enfants, mais de favoriser la scolarité, de favoriser la formation professionnelle pour que les enfants puissent vraiment s'insérer dans la vie. Mais pour cette journée, quel était votre programme? Le programme, c'était vraiment de sensibiliser l'Assemblée nationale, sensibiliser les autorités, pour qu'ils vraiment ils puissent encore accentuer les efforts qu'ils ont consentis, pour vraiment éradiquer le problème du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Justement, pour freiner ce fléau, comment est-ce que quel est le moyen que vous utilisez pour rentrer en contact avec les concernés? Je vais parler des enfants. Bon, nous utilisons les approches communautaires. On passe par les coopératives qui sont en contact avec les enfants. On sensibilise les coopératives concernant les conséquences du travail des enfants. Et on amène les coopératives à s'impliquer dans le retrait des enfants et dans les solutions durables en faveur des enfants. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été dit au cours de cet entretien que vous voulez ajouter? Juste dire que Save the Children s'inscrit toujours dans la volonté de l'État de poursuivre ses efforts concernant la remédiation du travail des enfants en Côte d'Ivoire. Voilà qui est clair. Merci, M. Yapo, pour toutes ces précisions. Je vous remercie au nom du directeur pays. Ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.